sinon il y a quelque chose qui va finir par tomber parce que le sport n'était pas là juste pour le plaisir d'y être. Ça peut éviter des problèmes et c'est une sensibilisation qui est très directe, donc qui permet de tenir compte à la fois des besoins des gens, mais à la fois des besoins du cadre bâti. Parce que les bâtiments en soi ont également des besoins. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment sur un bâtiment sans en payer les conséquences à un moment donné. Ça vaut également pour l'isolation des bâtiments. Il y a souvent une isolation qui est très mal faite et ça a des incidences sur le bâtiment. Dans certains cas même, on a vu des exemples où un bâtiment qui avait une centaine d'années s'est détérioré plus rapidement dans les 5 ans qui ont suivi une rénovation, où notamment on a fait des travaux d'isolation importants, que dans les 95 années qui précédaient. Et ça, c'est un service à rendre aux citoyens dans ce sens-là. Il y a évidemment un cadre réglementaire. On ne peut pas faire abstraction complète d'un cadre réglementaire. Il y a un minimum de réglementation, mais comme j'ai indiqué tout à l'heure, la réglementation ne peut éviter que le pire et on n'a pas intérêt à avoir une réglementation trop tatillonne, à défaut de quoi on décourage tout simplement toute initiative. Et il faut également tenir compte qu'il y a des matériaux de production actuels qui peuvent être utilisés intelligemment dans le cas d'une rénovation. On n'a pas à bannir l'aluminium. On a à prescrire un certain type d'aluminium et un certain mode d'utilisation de l'aluminium, mais on n'a pas à bannir systématiquement l'aluminium. C'est un matériau qui a fait sa place et qu'on doit pouvoir utiliser. Il y a également d'autres aspects qui sont importants. La formulation de principes, d'objectifs et de critères. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait comprendre aux gens, notamment à l'aide d'images, à l'aide de photographies de bâtiments, quels sont les éléments importants dans un bâtiment, les gens sont moins portés à les sacrifier. Quand ils comprennent le rôle d'une corniche, quand ils comprennent le rôle d'un poche, quand ils saisissent l'intérêt qu'on a à avoir un poche fermé qui va servir de sas entre l'extérieur et la maison, on peut mieux les convaincre ensuite de l'intérêt de les préserver, de les mettre en valeur. Et ça se fait graduellement et ça se fait par le biais de la formulation d'objectifs, de principes d'intervention et de critères. Il y a également tous les principes, les critères qui sont contenus dans ces ouvrages-là, où notamment on va vous dire que dans le cas d'une couverture de tel type, il est préférable d'utiliser tel type de matériau plutôt que tel autre, et que dans certains cas, une réparation peut s'avérer beaucoup plus intéressante et voire même beaucoup moins coûteuse qu'un remplacement systématique d'un matériau par un autre. Il y a des travaux de réparation qui sont beaucoup plus avantageux que des travaux de remplacement. Donc, c'est tous des principes, des objectifs, des critères qu'on peut élaborer et dont on doit savoir se servir adéquatement. Il y a évidemment d'autres moyens qui sont des moyens de reconnaître plus officiellement l'intérêt patrimonial d'un lieu. Il y a notamment la constitution d'un site du patrimoine par la municipalité. La municipalité peut, en vertu du pouvoir que lui confère la loi sur les biens culturels, créer un site du patrimoine, c'est-à-dire reconnaître officiellement l'intérêt déterminant, l'intérêt majeur d'un ensemble de bâtiments, d'un lieu, d'un site. Et cette reconnaissance-là, lui permet d'avoir des mesures d'encadrement des pratiques d'intervention sur le bâtiment qui sont plus appropriées. Il y a également d'autres moyens plus doux. On pense notamment à l'assistance financière. C'est-à-dire qu'il y a des façons d'intervenir pour aider les gens. Ça peut être notamment par le crédit de taxes foncières ou l'écart entre la nouvelle évaluation et l'ancienne évaluation suite à des travaux importants n'est pas transféré directement sur le compte de taxes dans les premières années. Donc, une façon d'aider les gens à ne pas subir trop les contre-coups d'une hausse de valeur de la propriété subséquente à des interventions. Donc, il y a toute une panoplie d'instruments, de moyens, de mécanismes qui sont de plus en plus abondamment utilisés et qui sont contenus dans le rapport d'études. Il n'en reste pas moins pour conclure qu'il importe qu'il y ait une volonté politique ferme de reconnaître l'intérêt patrimonial du vieux Témiscamingue et d'en assumer la protection et la mise en valeur pour les générations futures, mais également pour les générations actuelles, pour leur assurer un cadre de vie d'intérêt. Et cette reconnaissance-là est un a priori, est une étape de départ qui ensuite permet d'enclencher le processus qui notamment débutera avec une sensibilisation la plus exhaustive possible de l'ensemble des intervenants dans la municipalité. Donc, ça fait le tour des grands éléments de contenu et du rapport principal, du rapport secondaire et de la démarche qui a été privilégiée dans le code de votre patrimoine. OK. Comme les gens ont sans doute remarqué, cette vidéo a été produite il y a déjà quelque temps, plus précisément le 16 décembre. Donc, il y a eu des changements depuis la production du film. Et j'aimerais souligner que depuis ce temps-là, il y a eu des changements au niveau des membres du comité de relance et que Mme Suzy Meunier a été remplacée par M. Charles Gagnon, président de la Corporation de développement de Tembec, qui est un nouvel organisme de développement qui est venu se joindre au comité de relance.
J'aimerais profiter de l'occasion aussi pour remercier M. Gérard Baudet pour la présentation qu'il a faite et aussi pour l'originalité qu'il a su apporter là, dans la réalisation de son mandat au niveau du guide. Je pense qu'il a traité le sujet de façon originale et ça a donné les résultats qu'on a vus ce soir. J'aimerais aussi inviter la population à venir consulter les documents que vous avez eu l'occasion de voir ce soir. Ces documents-là sont disponibles au secrétariat de l'Hôtel de Ville. Aussi, une invitation spéciale aux propriétaires qui occupent des maisons qu'on appelle les anciennes maisons de compagnie. S'ils désirent faire des rénovations à leur maison, je les invite à venir à l'Hôtel de Ville et à s'informer au niveau du guide. Et il y a présentement aussi un programme qui va leur permettre une aide financière pour la rénovation de leur maison. C'est plus particulièrement le règlement 372. C'est des subventions sous forme de crédit de taxe. Aussi, la Ville est en mesure de fournir une aide technique au niveau de l'architecture pour les gens qui seraient intéressés à faire des réparations dans leur maison. Même s'il y a environ seulement qu'une trentaine de fiches qui ont été réalisées, ça couvre quand même pas mal tous les modèles de maisons qui étaient les vieilles maisons de compagnie à Témiscamingue, parce qu'on sait très bien que les maisons sur la rue Muir peuvent se retrouver, le même modèle peut se retrouver sur une autre rue. Donc, on a couvert pas mal toutes les maisons de type vieilles maisons de compagnie. Alors, encore une fois, je pense qu'il est important de demander aux propriétaires qui ont l'intention de faire des rénovations, de se rendre ici à l'Hôtel de Ville, vérifier les programmes qui sont disponibles pour vous au niveau de l'aide financière et au niveau de l'aide technique. Et on vous invite à prendre connaissance du guide. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à ce film.